Bon, comme le disait Lionel, il y a deux conditions pour être dans le coma, un trouble de la vigilance et un trouble de la conscience. Alors, il y a trois étapes, comme vous le savez, dans la prise en charge d'un patient dans le coma. Un, diagnostiquer qu'il est bien dans le coma, et c'est l'examen clinique qui prime. On n'a pas le temps de faire un EEG, il faut vraiment définir que le patient est dans le coma immédiatement, et on a des échelles, dont la célèbre échelle de Glasgow. Rechercher son étiologie, c'est aussi une urgence, et l'examen clinique contribue à la recherche étiologique, mais on verra qu'il y a d'autres examens qui sont absolument nécessaires et très rapidement. Et puis après, il y a une troisième phase qui est celle du pronostic et de l'évaluation pronostique. Et là, j'aurais tendance à dire pas de précipitation et surtout favoriser une approche multimodale comme l'a montré Lionel. Alors, quel est l'examen neurologique et les types de syndromes neurologiques? Alors, comme vous le savez, il y a plusieurs troubles de la conscience. Il y a bien sûr l'état de mort cérébrale, qui a une définition clinique et électroencéphalographique très précise, le coma, que j'ai déjà décrit, l'état végétatif et l'état de conscience minimale qui ont été décrits par Lionel, et puis bien sûr l'évolution peut se faire par des séquelles neurologiques. Il faut aussi rechercher l'étiologie, comme je vous le dis, et puis après, dans un second temps, évaluer le pronostic. Alors les rapports entre niveau de conscience et niveau de vigilance, contenu conscient et niveau de vigilance sont très variables selon les types, les altérations de la vigilance. Comme vous savez, un état végétatif se caractérise par une reprise de l'état de vigilance, mais une abolition de la conscience, alors que le coma est l'abolition des deux. Voici un autre schéma, d'autres tableaux qui vous décrit exactement les différents constituants, du moins les différentes caractéristiques cliniques de ces différents états de conscience. Alors, comment fait-on un examen d'un patient dans le coma? Ça, vous le savez très bien. Il faut examiner, interroger le patient. Les circonstances de survenue d'un coma sont absolument nécessaires à la recherche d'une étiologie. Il faut faire bien sûr un examen général, toujours dans la recherche d'une étiologie, mais aussi pour connaître le retentissement du coma sur les fonctions vitales, la recherche d'un syndrome méningé, déterminer l'ensemble des réponses motrices, l'examen des réflexes du tronc cérébral, et puis bien sûr, dans cette évaluation du tronc cérébral, évaluer les patterns respiratoires. Donc le patient dans le coma, c'est surtout l'échelle de Glasgow qui permet d'étudier les réponses motrices et verbales et oculaires, vous la connaissez par cœur. Et puis, son désavantage, c'est qu'elle n'intégrait pas les réflexes du tronc cérébral, qui sont très importants pour connaître le niveau de souffrance cérébrale, et puis aussi qu'on intérêt pronostic. Et il y a une échelle plus récente qui a été décrite par Vichdik en 2005 et qui s'appelle le Force Score, et qui va intégrer certains réflexes du tronc cérébral, notamment le réflexe pupillaire, le réflexe ordinaire, le réflexe de Tourbe, mais aussi le pattern ventilatoire. Et c'est un score qui est de plus en plus utilisé en réanimation, qui a été validé dans plusieurs types de coma, notamment dans le coma post-anoxique. Alors, je ne veux pas réciter tous les réflexes du tronc cérébral, juste retenez ce signe que l'on voit de temps en temps et qui est intéressant sur un plan neurologique, c'est le signe de Claude Bernard Horner avec semiosis serrée, cette fausse ophtalmie et ce ptosis. Alors, les signes généraux, comme je vous l'ai dit, sont absolument majeurs pour la recherche d'une étiologie. Prenez en compte la température, les variations tensionnelles, et vous pourrez faire soit d'une infection en cours, soit d'une prise de toxique particulière ou d'un tableau neuro-endocrinien. Alors, quelques diagnostics différentiels. Le patient qui ne parle pas, qui n'obéit pas, qui ne bouge pas, mais garde les yeux ouverts. On parle de multisme akinétique, voilà, qui sont souvent en rapport avec des lésions frontales bilatérales. Autre tableau que vous verrez, c'est le patient qui ne parle pas, n'obéit pas, ne bouge pas, mais garde les yeux ouverts, où on pense qu'il y a un état de conscience. C'est le tableau rapporté quand même par Lionel, ce Lockheed syndrome, ou parfois un syndrome de Guillain-Barré très sévère, abolissant toutes les réponses motrices. Et puis, bien sûr, il y a ces patients pour lesquels vous avez un doute sur la réalité du coma. Il y a des comportements d'évitement, notamment, et vous pouvez penser qu'il s'agit d'une conversion hystérique, qui est une urgence psychiatrique. La conversion hystérique est une pathologie excessivement grave, donc ce n'est pas à balayer du revers de la main. Si vous faites ce diagnostic, il faut un avis psychiatrique. Et bien sûr, si vous avez un doute sur la réalité du coma, c'est là où l'EEG peut tout à fait être utile, comme dans le cas du Lockheed syndrome. Alors, les examens paracliniques, en première ligne, c'est l'examen général que l'on doit faire, comme vous le savez, et puis donc les examens sanguins, et notamment la glycémie, vous le savez aussi bien que moi. Et puis après, on va discuter de toujours cette triade neurologique, l'imagerie, l'EEG et la ponction lombaire. Et c'est dans ce troisième temps que l'on affinera le diagnostic en fonction des diagnostics que l'on évoquera, et qui devront tenir compte, de l'examen clinique, des données neuroradiologiques et électroencéphalographiques, mais aussi de l'anamnèse. Alors globalement,
le tableau, l'algorithme est assez simple. Un coma fébrile égale, avant tout, on pense à une méningite ou une méningoencéphalite. Et donc, on discute de l'APL, l'antibiothérapie en urgence, un syndrome méningé, hémorragie méningée ou tableau infectieux. En cas de signes focaux, il faut toujours faire une imagerie cérébrale. En cas d'épilepsie, si vous avez des clonies qu'il faut rechercher systématiquement, vous devez penser à un processus épileptique, et d'autant plus si ça a été précédé de crise convulsive. Voilà, ou dans certains terrains. Et puis, si vous êtes dans un contexte traumatique, l'imagerie est systématique. Donc, c'est un algorithme simple et qui me paraît très utile. Je veux passer très vite sur les anomalies de l'APL en fonction des étiologies et des contre-indications à l'APL. L'imagerie, l'atomodensitométrie est sans doute celle qu'il faut faire le plus rapidement possible, d'autant plus si vous pensez qu'il y a une pathologie hémorragique. Ça peut être utile aussi pour une thrombophlébite. L'imagerie par résonance magnétique est aussi très utile. Alors, difficile de dire laquelle doit primer avant l'autre, mais si vous avez une suspicion de certaines étiologies, dont une thrombophlébite cérébrale, l'IRM peut être plus intéressante. Alors les séquences que vous devez demander, c'est le FLAIR, le T2, diffusion, et puis bien sûr l'ADC et chose habituelle. Alors l'électroencéphalogramme, quand faut-il le demander? Dès que vous avez un doute sur l'organicité, bien sûr. Dès que vous avez des mouvements anormaux pour éliminer un processus convulsif, ou qu'il y ait eu un épisode convulsif antérieur au trouble de la conscience. Si vous n'avez pas d'étiologie évidente et que le coma persiste, à ce moment-là, l'électroencéphalogramme est absolument inutile. Et puis, bien sûr, le diagnostic de mort cérébrale est important. L'EEG a un intérêt réel, diagnostique, pronostic et thérapeutique. Donc, voici différents tableaux électroencéphalographiques. Par exemple, dans le tableau A, dans le panel A, vous avez un tableau de crise épileptique non convulsivante, c'est un patient qui était dans le coma. Vous pouvez avoir des aspects pseudo-périodiques comme dans le panel B qui peuvent se voir dans des étapes post-anoxiques ou ces tableaux d'activité pseudo-périodique généralisée avec des ondes triphasiques que l'on voir dans les encéphalopathies hépatiques. Vous savez par exemple aussi qu'une encéphalite herpétique peut s'accompagner aussi de tableaux électroencéphalographiques particuliers. Et bien sûr, le dernier tableau est celui d'un état de mort cérébrale avec une abolition de toute activité électrique. Alors les causes, vous les connaissez, on distingue les causes structurelles des causes systémiques. Je ne vais pas les décrire. Voilà, votre approche clinique et neuroradiologique EPL vous suffira. Je renvoie à ce tableau pour les différents toxidromes. C'est très important quand vous êtes dans un contexte de prise de toxiques de connaître les signes qui peuvent être associés à des troubles de la conscience, qui peuvent être par exemple des agitations, des convulsions ou des signes généraux, donc à connaître. Alors maintenant, le devenir, donc quand on en a fait le bilan, quand on a prouvé que le patient était dans le coma, quand on a évalué son étiologie, avec tous les moyens que l'on a à disposition, après vient le temps du pronostic. Vous savez, l'évolution d'un patient dans le coma, malheureusement, ça peut être l'état de mort cérébrale, avec ses critères clinico-électroencéphalographiques, voire angiographiques. Et puis, soit le coma persiste, soit il y a une évolution vers un état végétatif ou un état de conscience minimale, soit des séquelles à long terme ou une récupération complète quand même chez une grande majorité des patients. Et donc là, pour évaluer le pronostic, on voit, et comme l'a très bien montré Lionel, on va d'outils de plus en plus simples à des outils, on passe d'outils de plus en plus simples à des outils de plus en plus complexes sur le plan clinique. On peut faire un examen neurologique beaucoup plus affiné que celui simplement du score de Glasgow ou du score de Fort. Et puis sur le plan, on peut utiliser des biomarqueurs, mais je crois que certains ont montré un intérêt pronostic, mais ils sont un peu remis en cause et je laisse Morodo en parler. Et puis il y a les outils neurophysiologiques qui soient soit l'électroencéphalogramme, soit les potentiels évoqués, somesthésiques et auditives, et puis maintenant les potentiels évoqués cognitifs, j'en dirai quelques mots. Et puis bien sûr, il y a toute la dimension neuroradiologique où on va de la simple description à l'outil des structures de communication ou de connexion beaucoup plus affinées aux IRM fonctionnels, comme l'a montré Lionel. Alors l'électroencéphalogramme, un de ses intérêts, c'est qu'il permet une résolution temporale très fine et donc vraiment de permettre d'étudier, de saisir des patterns d'activation très particuliers. Et puis aussi, et je crois que c'est tout un travail qui est réalisé chez Lionel Nakache, mais aussi dans d'autres services à travers le monde, c'est d'étudier la connectique, parce qu'on pense que si il y a des phénomènes de déconnexion, ou du moins le coma, ou les troubles de la conscience
peuvent être en rapport avec la persistance d'une déconnexion entre certaines aires du cerveau. Et l'électroencéphalogramme, soit par des outils d'analyse mathématique ou parfois associés à une stimulation telle que magnétique, si tu es d'accord, permet d'étudier cette connectique intracérébrale. Les potentiels évoqués, vous les faites régulièrement, je pense, chez vos patients, donc vous voulez évaluer le pronostic. Il s'agit des potentiels évoqués somesthésiques et auditifs. La plus célèbre est la N20, dont on sait que dans certaines situations, et Moreau en parlera, leur abolition bilatérale est associée à un mauvais pronostic, comme ça avait été montré dans une étude par Robinson, mais aussi plus récemment aussi par Catherine Fischer. Après, il y a les potentiels évoqués cognitifs, donc ils sont différents, il y en a différents ordres, et que c'est une réponse qui est recherchée après une stimulation simple ou complexe, telle que la négativité de discordance. Donc je vais vous l'expliquer. En fin de compte, il s'agit d'une stimulation auditive régulière, et puis tout d'un coup, il y a un son erratique, et on recherche et on compare la réponse à des sons réguliers à une réponse au son erratique. Et si vous avez une différence de réponse à ce niveau-là, c'est qu'il y a une prise de conscience du sujet de la nouveauté du son, et c'est un témoin de conscience. Et il a été montré, alors si on refait un peu le point des analyses, mais peut-être Moreau affinera beaucoup ça, la présence d'une négativité de discordance ou mismatch negativity suggérait que le patient se réveillera. On ne sait pas dans quel état, mais c'est un témoin d'éveil. En revanche, l'abolition des N20 bilatérales serait un signe de non-réveil, et je crois qu'il reste toujours un flou lorsqu'on a un patient qui a des N20 et qu'il n'y a pas de mismatch. On ne sait pas exactement quel va être son pronostic, et vous voyez, je crois qu'il y a beaucoup à faire pour affiner ça, et je laisse mes collègues en parler. Alors les séquences IRM, elles sont... de nouvelles séquences sont de plus en plus utilisées. C'est tous les travaux réalisés notamment par Louis Pubacet et la Pitié-Salpêtrière. Vous savez, il y a la spectroscopie par résonance magnétique qui permet d'étudier le fonctionnement, c'est la souffrance cellulaire, et qui pourrait avoir un intérêt pronostic. Et puis le tenseur de diffusion qui permet bien sûr d'analyser l'intégrité des faisceaux des fibres blanches. Et un travail dirigé par Louis Pubacet a montré qu'en fin de compte, en cas d'anoxie ou de traumatisme crânien, vous n'aviez pas du tout les mêmes modifications neuroradiologiques en tenseur de diffusion et qui témoigneraient d'une souffrance soit axonale plutôt dans l'anoxie cérébrale ou plutôt démyélinisante dans le traumatisme crânien. Et certaines anomalies au tenseur de diffusion auraient une valeur pronostique, mais Moreau et Silva en parleront aussi. Donc, je crois que dans le pronostic, il faut une approche absolument multimodale. Je crois qu'on ne peut pas se limiter à un seul outil, à mon avis, si on veut pouvoir répondre aux questions posées et affiner le pronostic de nos patients. Alors je crois que pour tout patient dans le coma, là je l'ai mis pour les patients en post-arrêt cardiaque, mais c'est pour tout patient, il y a un temps de confirmation du coma, il y a un temps immédiat aussi de la recherche étiologique, et puis après il y a le temps de l'évaluation pronostique, et il faut donner du temps au temps, ne pas se précipiter, à mon avis, dans le pronostic d'un patient, compte tenu des possibilités d'évolution. Je vous remercie.